Janvier 2026. Deux scènes s'allument à la même seconde et le monde comprend que la mer n'est plus un décor. À Adougou, une alerte avortée bascule en ferveur, tandis qu'à Simonstown, des coques chinoises, russes et iraniennes dessinent un théâtre où la souveraineté devient logistique. Que signifie pour vos prix, vos routes, vos sanctions possibles cette lecture qu'Ibrahim Traoré impose? La bataille n'est plus seulement terrestre. Une marée d'acier promet l'air, mais rappelle la tempête. Ce récit promet d'expliquer ce qui est réellement en jeu derrière la synchronisation de janvier 2026, sans lyrisme inutile ni spéculation gratuite, uniquement à partir des faits présents dans le contenu source et de leurs implications concrètes. Comprendre maintenant évite des erreurs stratégiques, économiques et politiques de demain. Et l'enjeu dépasse la simple démonstration navale. Il touche aux routes commerciales, aux sanctions, aux dépendances invisibles qui structurent encore l'économie mondiale. Pour Ibrahim Traoré, la mer devient un multiplicateur de souveraineté, un espace où la contrainte occidentale peut être contournée sans confrontation directe. Mais cette promesse porte un risque clair. Chaque déplacement de pouvoir crée des lignes de fractures nouvelles, expose à des représailles et exige une cohésion durable. La question centrale n'est donc pas l'audace du mouvement, mais sa capacité à tenir dans le temps. Le signal décisif n'est pas symbolique, il est chiffré. En 2026, le tonnage combiné des flottes du BRICS, plus engagées dans les manœuvres maritimes, dépasse 350 000 tonnes, alors qu'est presque le double des exercices comparables de l'OTAN en Atlantique Sud 5 ans plus tôt. Dans le même temps, la proportion de navires non occidentaux traversant les couloirs atlantiques augmente de 47% en un an, indiquant un déplacement mesurable du centre de gravité maritime mondial. Ce double chiffre éclaire le synchronisme de janvier 2026. D'un côté, à Adougou, une tentative de déstabilisation échoue non par la force militaire mais par la mobilisation populaire. De l'autre, à Simonstown, des bâtiments chinois, russes, sud-africains et iraniens coordonnent leurs manœuvres sous l'étiquette Will for Peace 2026. Ces deux scènes, éloignées géographiquement, révèlent une même logique. La souveraineté ne se proclame plus, elle s'organise par les flux. Pendant des décennies, les routes maritimes ont servi de levier silencieux à un ordre économique centré sur le nord. Saisie de cargaisons, sanctions financières, contrôle des assurances et du fret constituaient une frontière invisible mais efficace. Le contenu source montre qu'en 2026, cette frontière commence à se fissurer, non par affrontement direct, mais par coordination logistique hors des structures occidentales. C'est dans ce cadre qu'Ibrahim Traoré interprète la mer comme une extension naturelle de la lutte sahélienne. Son raisonnement est simple. Un État qui dépend des routes contrôlées par d'autres reste vulnérable, quelle que soit sa stabilité intérieure. La nouveauté n'est donc pas la présence navale du Sud global, mais la synchronisation politique, populaire et économique qui l'accompagne, en se transformant des chiffres isolés en trajectoires cohérentes. Au centre de cette transition, une figure sert de point de convergence sans monopoliser le récit. À distance des ports et des états-majors navals, Ibrahim Traoré observe les images venues de Simonstown comme on lit une carte en relief. Il ne s'attarde pas sur les pavillons ni sur les silhouettes des navires, mais sur ceux qu'ils prolongent, une résistance sahélienne qui change d'échelle sans changer de logique. La mer devient un prolongement fonctionnel, non un symbole abstrait. Les premiers impacts apparaissent rapidement, bien avant toute reconfiguration durable des alliances. Sur le plan intérieur, l'échec de la tentative de déstabilisation à Adougou agit comme un révélateur. La mobilisation populaire transforme un risque sécuritaire en capital politique, et déconsolidant l'idée que la souveraineté repose autant sur l'adhésion que sur la force. Cette dynamique renforce la lecture maritime du pouvoir. Protéger les flux revient à protéger la cohésion. À l'extérieur, le signal est immédiatement capté. Dans plusieurs capitales africaines, des discussions émergent autour d'une idée longtemps marginale.
La mer comme espace d'émancipation pour des économies enclavées. Lusaka, Bamako, Windhoek sont évoqués dans le contenu source comme des lieux où l'on murmure que les routes bleues pourraient devenir un nouveau champ d'autonomie stratégique. L'impact n'est pas encore institutionnel, mais cognitif. Ce déplacement de regard produit un effet concret. La mer cesse d'être perçue comme un domaine réservé aux puissances lointaines. Elle devient un levier accessible, à condition d'être mutualisé. Ce changement d'échelle, encore fragile, modifie déjà les calculs de risque, tant pour les alliés potentiels que pour les observateurs sceptiques. Le véritable impact précoce n'est donc pas militaire, mais mental. Avant janvier 2026, la mer restait un arrière-plan dans les récits sahéliens, un espace lointain dominé par des règles imposées de l'extérieur. Les économies enclavées dépendaient de corridors décidés ailleurs, soumis aux sanctions, aux assurances et aux arbitrages politiques du Nord. La souveraineté se jouait à terre, dans les capitales, les casernes et les rues. Puis la séquence s'accélère et l'axe maritime entre brutalement dans l'équation. L'activation survient à Simonstown avec les manœuvres Will for Peace 2026. Destroyers chinois, corvettes russes, frégates iraniennes et bâtiments sud-africains se coordonnent dans un espace longtemps verrouillé. Officiellement, il s'agit de coopération et de sécurité maritime. En réalité, le message est plus large. Les routes commerciales ne sont plus un monopole garanti. Cette démonstration navale n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une montée en puissance progressive des présences non occidentales sur les couloirs atlantiques, déjà mesurables dans les flux. Au même moment, à Adougou, un autre front s'ouvre sans canon ni missiles. Une tentative de déstabilisation vise la résidence présidentielle et un site de drone avec l'objectif de créer un choc politique rapide. Le plan échoue, non par une riposte armée, mais par une fuite d'informations suivie d'un soulèvement populaire. Les rues se remplissent avant même que l'armée ne se déploie. Cette séquence transforme un scénario classique de crise en démonstration de légitimité collective. Le point culminant réside dans la synchronisation de ces deux événements. D'un côté, la mer devient un espace de projection coordonnée du Sud global. De l'autre, la Terre montre qu'un pouvoir peut survivre à une tentative de décapitation sans recourir à la violence massive. Pour Ibrahim Traoré, cette simultanéité confirme une intuition ancienne. La souveraineté ne tient que si les fronts se répondent. La rue protège le pouvoir, la mer protège les flux et l'ensemble crée une continuité stratégique. Les répliques ne tardent pas. Dans les chancelleries occidentales, le discours oscille entre inquiétude et minimisation. On parle d'illusion d'équilibre, de supériorité technologique intacte. Pourtant, le contenu source montre que l'essentiel n'est pas la parité militaire, mais la rupture de dépendance. Chaque exercice conjoint, chaque coordination logistique hors cadre occidental agit comme un précédent difficile à annuler. À l'échelle régionale, l'onde se propage. Des délégations observent, des experts s'inspirent, des mouvements citoyens reprennent le vocabulaire de la souveraineté maritime. La mer cesse d'être perçue comme une frontière intangible. Elle devient un espace disputé, non par la confrontation directe, mais par l'accumulation d'actes coordonnés. Cette succession d'événements transforme janvier 2026 en point de bascule narratif et stratégique. Le basculement observé en 2026 ne repose pas sur des impressions ou des discours, mais sur une série de mesures qui traduisent un changement de structure. Le point de départ correspond à une situation longtemps stable, un Atlantique Sud majoritairement contrôlé par des flottes occidentales tant en tonnage qu'en coordination opérationnelle. En l'espace d'un an, ce cadre évolue de manière mesurable. D'abord, un indicateur apparaît. Le tonnage combiné de plus de 350 000 tonnes engagé par les flottes du BRICS+, lors des manœuvres maritimes de 2026. L'écart est significatif, car ce volume représente presque le double de celui des exercices conjoints menés par l'OTAN dans la même zone 5 ans auparavant. Autrement dit, sans atteindre une parité globale, la densité stratégique du Sud global dans cet espace maritime augmente à un rythme qui rompt avec la stagnation passée. Ensuite, un autre repère chiffré s'impose. En la hausse de 47% en un an de la proportion de navires non occidentaux traversant les couloirs atlantiques.
Ce chiffre ne décrit pas seulement un trafic plus intense, il signale une diversification des acteurs capables d'assurer la continuité des flux. En termes simples, les routes maritimes deviennent moins dépendantes d'un nombre restreint de garants politiques et assurantiels, ce qui réduit l'efficacité des leviers traditionnels de pression. Enfin, un troisième chiffre retient l'attention. 26 opérations conjointes recensées sur une période courte entre bâtiments chinois, russes, sud-africains et iraniens. Ces opérations vont de la défense aérienne à la simulation de protection de convois énergétiques. Leur importance ne réside pas dans leur complexité isolée, mais dans leur répétition. Donc chaque exercice renforce une capacité de coordination hors des cadres occidentaux, transformant une alliance ponctuelle en habitude opérationnelle. Ces chiffres prennent une dimension supplémentaire lorsqu'ils sont mis en relation avec l'économie. Selon le contenu source, la part des transactions sud-sud réalisées en devises locales a progressé de 28% depuis le lancement des initiatives maritimes associées aux BRICS. Le écart ici est qualitatif. Il traduit une réduction de l'exposition aux sanctions financières et aux mécanismes de contrôle dominés par le dollar sans nécessité de rupture brutale avec le système existant. Pour Ibrahim Traoré, ces données ne sont pas des trophées statistiques, elles constituent des preuves fonctionnelles. Elles montrent qu'une souveraineté maritime partielle peut déjà produire des effets concrets sur les coûts, les flux et la marge de manœuvre politique. La logique est cumulative. Chaque point de pourcentage, chaque opération conjointe, chaque corridor sécurisé réduit un peu plus la dépendance structurelle. L'enjeu central de ces preuves chiffrées est donc la trajectoire. Ce passage indique que le changement n'est plus hypothétique. Il est en cours, mesurable et suffisamment avancé pour obliger les acteurs établis à réagir. La question n'est plus de savoir si cette dynamique existe, mais jusqu'où elle peut s'étendre sans provoquer de rupture ouverte. Les critiques occidentales les plus structurées ne se contentent pas de rejeter le mouvement, elles en proposent une lecture alternative cohérente. D'abord, un argument est avancé. La supériorité technologique et quantitative de l'OTAN resterait écrasante. Les flottes occidentales alignent davantage de bâtiments actifs, une capacité de projection globale et une interopérabilité éprouvée. À leurs yeux, les manœuvres du Sud global relèvent davantage de la démonstration politique que d'une capacité durable à sécuriser des routes sur le long terme. Ensuite, un autre argument est avancé. La dépendance économique serait simplement déplacée, non supprimée. Sans accès aux technologies occidentales, aux assurances dominantes et aux marchés financiers du Nord, toute autonomie maritime resterait fragile. Les sceptiques soulignent que sanctions, pression fiscale et retrait d'investissement pourraient rapidement neutraliser les gains logistiques observés en 2026. Selon cette lecture, l'initiative maritime ne ferait qu'augmenter les coûts de transaction pour des économies déjà vulnérables. Ces arguments reposent sur des faits réels, mais ils ignorent la nature précise du changement décrit dans le contenu source. La réponse n'est pas la recherche d'une parité militaire globale, mais une rupture de logique. Les chiffres présentés montrent que l'objectif n'est pas de remplacer un monopole par un autre, mais de multiplier les garants des flux. Une route protégée par plusieurs acteurs coordonnés devient plus difficile à bloquer politiquement, même face à une supériorité technologique persistante. Sur le plan économique, les données contredisent partiellement le scénario d'asphyxie. La progression des transactions sud-sud en devises locales et la diversification des partenariats techniques indiquent une réduction graduelle, non une élimination brutale de la dépendance. Cette stratégie incrémentale limite les chocs et complique l'usage de sanctions comme outil unique de contrainte. Elle transforme la vulnérabilité immédiate en risque diffus, plus long à exploiter. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré ne défend pas une victoire rapide, mais une endurance stratégique. Le cœur de sa réponse aux critiques est temporel, tenir suffisamment longtemps pour que les nouvelles pratiques deviennent normales. Cette lecture occidentale identifie correctement les limites actuelles, mais sous-estime l'effet cumulatif de la coordination.
Ce décalage explique pourquoi le débat reste ouvert, non parce qu'un camp aurait tort, mais parce que le critère de réussite n'est plus le même. Ce qui change réellement à mi-parcours du récit n'est pas l'ampleur des manœuvres navales, mais leur articulation avec le front intérieur. Jusque-là, la mer pouvait être lue comme un théâtre lointain réservé aux flottes et aux chiffres. À partir de ce point, elle devient un prolongement direct de la stabilité politique. Les événements d'Adougou et ceux de Simonstone cessent d'être parallèles pour former une seule dynamique. À mi-parcours, il devient clair que la souveraineté défendue par Ibrahim Traoré ne repose pas sur une accumulation de puissance, mais sur la fermeture des brèches critiques. Sur Terre, la tentative de déstabilisation échoue parce qu'elle ne trouve pas de vide politique. En mer, les corridors commencent à fonctionner parce qu'ils ne reposent plus sur un seul garant. Dans les deux cas, l'adversité ne disparaît pas, elle perd simplement son point d'appui le plus efficace. Cette lecture modifie l'équation du risque. Un pouvoir isolé peut être renversé rapidement. Un flux isolé peut être bloqué. Mais lorsque la légitimité populaire et la logistique maritime se soutiennent mutuellement, la pression doit s'exercer sur plusieurs niveaux à la fois. Le coût politique, économique et symbolique augmente. Le contenu source insiste sur ce basculement discret. La vraie nouveauté de 2026 n'est pas l'entrée du Sud global en mer, mais la synchronisation de ces fronts. À partir de là, toute tentative de retour à l'ordre précédent devient plus lente, plus visible et plus coûteuse. Le récit change de pente. Pour les États, la première conséquence est diplomatique. La participation visible à des corridors maritimes coordonnés modifie le rapport de force dans les négociations. Le Burkina Faso, bien que pays enclavé, consolide une position idéologique soutenue par des partenaires navals crédibles. Les invitations adressées à Ibrahim Traoré, à Johannesburg, puis à Téhéran, illustrent ce déplacement. Il n'est plus perçu uniquement comme un acteur intérieur, mais comme un point d'articulation d'une doctrine exportable. Cette visibilité n'annule pas les tensions avec Washington ou Bruxelles, mais elle élargit la marge de manœuvre, rendant les pressions moins unilatérales. Pour les entreprises, l'effet est immédiat et ambivalent. D'un côté, l'ouverture de corridors maritimes protégés contribue à une réduction d'environ 15% des coûts de transport, même selon le contenu source. Cette baisse soulage des économies enclavées et rend certaines exportations plus compétitives. De l'autre, l'incertitude politique pousse plusieurs multinationales occidentales à se retirer, craignant des représailles réglementaires ou fiscales. Le résultat est une recomposition du tissu économique. Moins d'acteurs dominants, davantage de partenariats régionaux et asiatiques, mais aussi une période de transition marquée par des ajustements brutaux. Pour les citoyens, les conséquences se mesurent dans le quotidien. Les slogans observés dans les rues de Ouagadougou traduisent un changement de perception. La souveraineté n'est plus abstraite, elle est associée à des flux concrets, à des biens qui arrivent ou n'arrivent de plus. Cette fierté collective s'accompagne toutefois d'inquiétudes. L'inflation, les tensions sur certaines importations et la crainte de blocus énergétique rappellent que l'autonomie a un coût immédiat. Le soutien populaire à Ibrahim Traoré repose donc sur un équilibre fragile entre espoir et contraintes matérielles. À l'échelle de la région, l'onde dépasse les frontières nationales. Au Sénégal, au Togo, en Namibie, des mouvements citoyens s'approprient le vocabulaire de la souveraineté maritime. L'idée qu'un pays africain puisse influencer indirectement l'accès à la mer agit comme un catalyseur politique. En parallèle, des signaux venus d'autres latitudes, comme le moratoire groenlandais sur certains projets miniers, renforcent la perception d'un monde où les anciennes certitudes se fissurent simultanément. Ces 4 niveaux révèlent une même logique. Les conséquences ne sont ni uniformes ni linéaires. Elles redistribuent les gains et les risques. Le pari d'Ibrahim Traoré produit des effets mesurables, mais il oblige chaque acteur, institutionnel ou individuel, à redéfinir ses priorités. La souveraineté devient une pratique quotidienne, pas un slogan figé. On peut d'abord envisager un scénario de base. La dynamique engagée en 2026 se prolonge sans accélération brutale. Les manœuvres maritimes du BRICS+, deviennent plus régulières et mieux structurées, tandis que de nouveaux corridors sécurisés s'étendent progressivement vers l'océan Indien.
Les tensions avec les puissances occidentales persistent, mais restent contenues dans un registre diplomatique et économique. Le Burkina Faso consolide son rôle de pivot idéologique. Guinée Ibrahim Traoré s'impose comme une figure régionale capable de relier souveraineté intérieure et logistique internationale sans être réduit à une posture de provocation permanente. On peut ensuite envisager un scénario plus optimiste. La coordination maritime gagne en densité politique. De nouveaux États rejoignent la coalition, apportant des routes complémentaires et des capacités logistiques accrues. L'Union africaine, jusqu'ici prudente, adopte un cadre juridique reconnaissant une forme de souveraineté maritime partagée, ce qui stabilise les initiatives existantes. Les marchés du Sud bénéficient d'une plus grande prévisibilité, la confiance augmente et les flux commerciaux se diversifient. Dans cette configuration, la doctrine portée par Ibrahim Traoré cesse d'être perçue comme marginale pour devenir une référence structurante du débat africain. Enfin, un scénario plus pessimiste reposerait sur une réaction plus dure des acteurs établis. Des sanctions financières ciblées se multiplient, les lignes d'approvisionnement se tendent et les exercices du Sud global sont requalifiés en militarisation déguisée. Une campagne d'influence cherche à isoler Traoré en le présentant comme un agitateur solitaire. Sous pression, la cohésion interne du bloc se fragilise et des réflexes de repli national réapparaissent. Les gains logistiques subsistent, mais au prix d'une instabilité politique accrue et d'une fatigue sociale croissante. Entre ces trois trajectoires, la réalité pourrait osciller sans jamais revenir à l'état antérieur. La variable décisive n'est ni le tonnage ni le nombre de partenaires, mais la capacité à maintenir la coordination dans la durée. La recommandation intellectuelle est simple: analyser ce processus comme une évolution graduelle plutôt que comme un choc ponctuel. C'est dans la continuité, plus que dans l'affrontement, que se jouera l'issue. Pour les citoyens des pays sahéliens, l'évolution décrite n'est pas une abstraction géopolitique. Elle se traduit par des changements visibles mais inégaux. Certains produits arrivent plus régulièrement, d'autres deviennent plus chers. Et l'idée même de dépendance commence à être débattue publiquement. Le contenu source montre que cette période est vécue comme une phase d'apprentissage collectif, où la fierté liée à la souveraineté cohabite avec l'inconfort des ajustements économiques. Le soutien populaire à Ibrahim Traoré repose alors sur une attente précise, que les sacrifices présents débouchent sur une stabilité tangible. Pour les acteurs économiques locaux, notamment les entreprises minières et logistiques, la reconfiguration ouvre un espace inédit. La renégociation de concessions et la baisse relative des coûts de transport offrent des opportunités, mais exigent aussi une montée en compétences rapide. Les règles changent, les partenaires évoluent et l'absence de repères occidentaux familiers crée à la fois un risque et une marge d'initiative. Cette situation favorise les acteurs capables de s'adapter vite, tout en fragilisant ceux qui dépendaient d'un cadre ancien devenu incertain. Pour les observateurs extérieurs, notamment dans les pays non directement impliqués, la séquence de 2026 agit comme un signal d'anticipation. Elle invite à reconsidérer la manière dont la souveraineté se manifeste au XXIe siècle. Ce n'est plus seulement une question de frontières ou d'armement, mais de contrôle des flux, de narration et de coordination. Le cas burkinabé, associé à la figure d'Ibrahim Traoré, devient ainsi un exemple analysé, parfois critiqué, souvent observé avec attention. Enfin, pour le spectateur individuel, la question implicite est personnelle. Jusqu'où accepte-t-on que les coûts de la transition soient visibles aujourd'hui pour un bénéfice collectif demain ? Le récit proposé ne cherche pas à convaincre, mais à déplacer le regard. Il suggère que la souveraineté n'est pas un état figé, mais un processus auquel chacun est confronté, même à distance. Et la trajectoire esquissée par le contenu source ne se limite pas à un élan symbolique. Elle s'organise autour d'une séquence d'actions concrètes, graduelles et mesurables. La première étape consiste à consolider les routes maritimes sécurisées. Les manœuvres du BRICS+, doivent évoluer vers un mécanisme plus permanent de veille, de secours et de protection des convois, placés sous une forme de mandat multilatéral africain. L'objectif n'est pas la militarisation, mais la continuité des flux
évaluée par la régularité du trafic et la réduction des interruptions. La deuxième étape porte sur la formation et les capacités humaines. Le contenu source évoque la création d'une école maritime régionale reliant plusieurs académies africaines. Cette structure formerait des officiers, des ingénieurs et des logisticiens capables à la fois de sécuriser et d'exploiter les routes commerciales. Le critère de réussite serait simple: réduire la dépendance aux expertises extérieures dans la gestion quotidienne des corridors. Troisièmement, il s'agit d'institutionnaliser la doctrine des ressources souveraines. Le projet de charte soutenu par Ibrahim Traoré vise à garantir que toute ressource extraite, terrestre ou maritime, reste majoritairement détenue par les citoyens des pays concernés. La mesure se suivrait par la part des revenus conservés localement et par la transparence des contrats renégociés. La quatrième étape concerne la coordination informationnelle sud-sud. Un réseau de communication dédié permettrait de partager données logistiques, innovations et signaux d'alerte en dehors des filtres médiatiques dominants. L'indicateur clé serait la rapidité de circulation de l'information opérationnelle entre partenaires. Enfin, l'ensemble exige une discipline politique dans la durée. La feuille de route ne promet pas une rupture immédiate, mais une architecture progressive. Pour Ibrahim Traoré, la souveraineté se mesure moins par les discours que par la capacité à maintenir ces étapes sans céder à la précipitation. C'est dans cette cohérence méthodique que le pari peut devenir structurel plutôt que conjoncturel. Le récit revient alors à l'image initiale, presque immobile, de l'observateur éloigné des ports. Comme au début, Ibrahim Traoré n'est pas sur un pont de navire, mais face à des écrans, lisant les mouvements de la mer comme on lit les signes d'un temps long. Ce rappel n'est pas anecdotique. Il souligne que cette transformation ne repose pas sur un geste spectaculaire, mais sur une continuité de regard et de décision. Dans le contenu source, cette posture revient plusieurs fois, voir au-delà de l'événement, relier des scènes dispersées, donner une cohérence à ce qui pourrait sembler accidentel. Le balcon d'Adougou, les quais de Simonstown, les corridors logistiques et les rues de Ouagadougou appartiennent à une même séquence. Le fil conducteur n'est pas la puissance brute, mais la traduction de la dignité en système praticable. L'émotion finale naît précisément de cette cohérence. Elle se lit dans les visages ordinaires évoqués, ceux qui n'ont jamais vu l'océan, mais qui en perçoivent désormais les effets. Pour eux, la mer cesse d'être une abstraction géographique. Elle devient un horizon de possibilités, fragile mais réel. Et Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme un symbole figé que comme un témoin d'un basculement collectif. La phrase qui s'impose n'est pas triomphale, elle est sobre. La souveraineté n'est pas un cri, c'est une construction. Et toute construction exige du temps, de la patience et une responsabilité partagée. À ce stade, le récit ne cherche plus à convaincre, mais à ouvrir un espace de réflexion collective. Ce qui s'est dessiné en 2026, à travers la mer, les chiffres et les réactions populaires, pose une question qui dépasse le seul cas du Burkina Faso. Il interroge la manière dont les sociétés choisissent de protéger leurs flux vitaux, leurs ressources et leur capacité à décider sans tutelle permanente. La trajectoire associée à Ibrahim Traoré agit ici comme un révélateur, non comme un modèle clé en main. Chacun peut y lire une leçon différente. Certains y verront une stratégie risquée mais nécessaire, d'autres une transition inachevée exposée à de fortes pressions extérieures. D'autres encore y reconnaîtront simplement le signe que l'ordre établi n'est plus immuable. Le contenu source n'impose pas une conclusion unique. Il invite à examiner les compromis, les coûts et les responsabilités qui accompagnent toute affirmation de souveraineté. La question finale n'est donc pas géopolitique au sens strict, elle est civique et partagée. Dans un monde où les routes, les données et les ressources sont de plus en plus disputées, quelle forme de coopération sommes-nous prêts à soutenir pour protéger ce qui compte réellement ? Et surtout, jusqu'où acceptons-nous d'en assumer ensemble le prix et la durée ?